Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17-20 Nouvelle Génération, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 août 2024. Nous poursuivons notre aventure en plein Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Quel est votre programme dans ce rendez-vous scientifique? Après votre rendez-vous sportif, le voici qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous à 17h30, n'oubliez pas, pour votre rendez-vous scientifique consacré à une nouvelle personnalité célèbre dans le monde scientifique. Nous allons parler cette fois-ci d'Archimède de Syracuse. À 18h, votre rendez-vous chimique. Préparez-vous avec votre blouse et vos lunettes de protection pour une nouvelle expérience scientifique après le dentifrice d'éléphant et bien d'autres expériences comme la dissolution ou encore votre rendez-vous sur la densité. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à une production pas comme les autres, une lampe à lave. Ça va être sympa pour vos nuits éclairées. À 18h30, votre rendez-vous Cockshake qui vous propose une nouvelle création de cocktail milkshake. Aujourd'hui, on va se centrer sur les cocktails et nous allons parler cette fois-ci d'un magnifique punch. Un punch sans alcool. Oui, les enfants, vous allez voir, on va créer une magnifique dégustation. À 19h, votre rendez-vous information consacré à la science ou aux résultats des Jeux Olympiques de Paris 2024 depuis cet après-midi 14h. À 19h30, votre rendez-vous culinaire pour terminer notre soirée ensemble consacrée à la tarte, à la banane et au poire. Vous allez voir, c'est une magnifique composition. Mais dans un instant, pour commencer notre aventure, nous allons nous intéresser au système solaire. Rappelez-vous, nous avons parlé de la planète Ouméa, nous allons continuer d'en parler et ensuite nous parlerons de d'autres planètes qui sont disponibles dans notre système telles que Makemake ou encore Eris. Les réseaux sociaux, vous les connaissez par cœur, vous les connaissez et s'afficheront à la fin de cette émission. Je vous rappelle quand même qu'il y a Facebook, X, Instagram et YouTube avec notre plateforme AdoKids TV. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Avec nos 76 abonnés ainsi que ma chérie, je vous propose de suivre notre grande aventure. Avant de la démarrer, nous allons nous intéresser au dicton du jour qui va s'afficher sur votre écran. Le voici, le voilà. Je n'ai pas peur de l'obscurité. La vraie mort est préférable à une vie sans vivre. Et c'est signé notre grand aventurier dont nous allons en parler ce soir dans notre 22h30 aventurier. Il s'agit de Vasco de Gama. Voilà. Eh bien, nous, on va se diriger vers, non pas l'obscurité, mais plutôt vers le système solaire, en route pour le ciel dégagé et complètement étoilé. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 17h à 20h, et ça tombe bien avec notre fusée spatiale. Vous êtes les bienvenus, c'est parti, en route. Avec votre rendez-vous du 17h Théma pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans Au cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30 grand max, et c'est pas...
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17h Théma, votre premier grand rendez-vous thématique, théorique, scientifique sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Nous en étions restés dans notre 8e numéro aux célèbres planètes du système solaire. Dans ce 9e numéro, après avoir parlé dans le 8e de toutes les planètes les plus grosses ainsi que de Pluton qui s'est éloigné et qui n'est plus une planète du système solaire mais qui rentre dans un autre cercle, nous avons commencé à parler de Oméa et nous nous étions arrêtés dans le sens où autour de Oméa orbitent au moins deux petits satellites naturels, Iyaka de 310 km de diamètre et Namaka 170 km qui auraient été formés par au moins une forte collision dans son passé. Nous allons poursuivre concernant la découverte de Oméa, qui est la planète numéro 136 108. Donc retenez bien ce numéro de désignation des planètes. Donc autour de Oméa orbitent au moins deux petits satellites naturels, Iyaka de environ 310 km de diamètre et Namaka d'environ 170 km, qui auraient été formés par au moins une forte collision dans son passé. Cet événement crée également une famille collisionnelle d'objets transneptuniens ayant des orbites proches, la famille de Oméa, et serait responsable de ses caractéristiques physiques atypiques. En 2017, un fin anneau sombre l'entourant est découvert, une première pour un objet transneptunien ou une planète naine, jusqu'à la découverte en février 2023 d'un anneau autour de Quoar. Alors la découverte de Oméa a eu lieu en décembre 2004 et est annoncée en juillet 2005, mais la paternité de celle-ci est sujette à des controverses. Après avoir découvert 90 377 alias Sedna en novembre 2003, une équipe du California Institute of Technology ou Caltech, conduite par Michael E. Brown, commence à chercher d'autres objets transneptuniens. Le 28 décembre 2004, il découvre Oméa sur une image qui avait été prise le 6 mai 2004 avec l'outil Quest de l'observatoire Palomar en Californie. L'équipe lui donne le surnom de Père Noël, Santa, la découverte ayant été réalisée juste après Noël. Cependant, il décide de ne pas rendre publique la découverte en attendant des observations supplémentaires pour mieux déterminer sa nature. L'objet étant clairement trop petit pour être une planète, faisant notamment un tiers de la taille de Pluton, mais étant tout de même entouré de satellites surnommés Rudolph et Blitzen, nom des deux des reines du Père Noël, et à la tête d'une famille collisionnelle. Prévoyant de rendre publique l'existence de Oméa, en septembre 2005, lors d'une conférence internationale, l'équipe de Caltech publie le 20 juillet un résumé en ligne annonçant la découverte de l'objet sous le nom de code K40506A, où il est décrit comme potentiellement le plus grand et le plus brillant objet connu de la ceinture de Kuiper. Le 25 juillet 2005, Pablo Santos Sanz, un élève de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía, affirme avoir indépendamment découvert Oméa sur d'anciennes images prises en mars 2003 à l'observatoire de Sierra Nevada dans le sud de l'Espagne lors d'une recherche d'objets transneptuniens engagée par son superviseur José Luis Ortiz Moreno. Voulant établir la priorité, ils envoient un message au centre des planètes mineures, le MPC, dans la nuit du 27 juillet et contactent le 28 juillet l'astronome amateur Rainer M. Stoss de l'observatoire de Starkenburg pour des observations complémentaires. Celui-ci prend de nouveaux clichés et parvient même à retrouver une prédécouverte de Oméa dans des diapositives numérisées de l'observatoire Palomar datant de 1955. Brian G. Marsden, directeur du MPC, vérifie avec Gareth V. Williams les calculs et publie officiellement cette découverte
le 29 juillet dans une circulaire indiquant la position de l'objet. La nouvelle de la découverte d'un tel objet est acclamée par les astronomes, mais Mike Brown comprend que l'objet n'est autre que Santa. Déçu d'avoir perdu son scoop, il envoie tout de même un mail pour féliciter les découvreurs. Cependant, il se rend ensuite compte qu'en cherchant le code public K40506A sur Google, il est possible d'accéder directement au rapport censé être privé de l'observatoire de Kitt Peak, qui avait été contributeur pour des vérifications sur l'orbite de Santa. Il observe aussi que les positions des deux autres objets transneptuniens dont il n'avait pas encore annoncé l'existence sont accessibles, Eris et Makemake. Craignant de se faire également doubler pour celle-ci, il envoie le jour même au MPC les informations permettant d'officialiser leur découverte, qui sont aussi publiées le 29 juillet et accompagnées par un fort engouement médiatique, Eris étant présenté comme la 10e planète. Après ces événements, il ne pense un temps plus que l'équipe espagnole ait commis une fraude, car ils auraient eu plus d'intérêt à voler Eris, le plus grand objet, et renvoie un message à Ortiz pour s'excuser d'avoir éclipsé sa découverte. Cependant, la rumeur d'un potentiel vol d'informations fait prospérer des accusations de fraude scientifique envers l'équipe espagnole, mais ces derniers n'y répondent pas. Début août, Richard Podge, administrateur du système SMARTS de l'Observatoire interaméricain du Cerro Tololo, où d'autres observations de vérification avaient été réalisées, parvient à retracer des connexions qui ont été faites au rapport. Il conclut que la page de K40506A a été consultée le matin du 26 juillet depuis un ordinateur de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía, plus précisément le même qui a été utilisé le soir même pour envoyer le rapport au MPC, et de nouveau le 28 juillet. Le 15 août, l'équipe de Caltech dépose une plainte officielle auprès de l'UAI, accusant l'équipe de José Luis Ortiz d'une grave violation de l'éthique scientifique en ne reconnaissant pas l'utilisation de leurs données dans l'annonce de la découverte, et demande par ailleurs au MPC de retirer à l'équipe de José Luis Ortiz leur statut de découvreur. Il publie également en ligne la trace électronique Electronic Trail démontrant ses consultations provenant d'Espagne. Cette plainte n'aboutit à rien, et début septembre, Mike Brown reçoit finalement une réponse de la part de José Luis Ortiz. Ce dernier n'infirme ni ne confirme avoir consulté les rapports de Caltech, mais critique plutôt le comportement de Mike Brown de ne pas avoir envoyé directement ses découvertes au MPC, ce qu'il estime contraire à l'intérêt scientifique. Le 16 décembre, José Luis Ortiz diffuse une lettre et admet pour la première fois avoir bien accédé aux journaux d'observation de Caltech, mais nie tout acte répréhensible, affirmant que cela faisait simplement partie de la vérification de la découverte d'un nouvel objet et que ces rapports étaient disponibles en accès public. De plus, selon son récit, ces journaux contenaient trop peu d'informations pour qu'il ait pu déterminer s'il s'agissait du même objet, ce qui justifie l'absence de mention. Omea reçoit dans le même temps sa désignation provisoire 2003 EL 61, le 2003 reposant sur la date de l'image de la découverte avancée par l'équipe espagnole. Le 7 septembre 2006, une fois son orbite déterminée de façon stable, l'objet est numéroté 136108 et admis dans le catalogue officiel des planètes mineures avec la désignation 136108 2003 EL 61. Le protocole de l'UAI est que le crédit de découverte pour une planète mineure va à quiconque soumet d'abord un rapport au MPC avec suffisamment de données de position pour une détermination d'orbite décente, et que le découvreur crédité a la priorité pour ne le nommer. Ainsi, il revient en théorie à José Luis Ortiz et à elle qui propose le nom Ataegina ou Atae-Sina, une déesse ibérique des enfers. En tant que divinité chthonienne, Ataegina n'aurait été un nom approprié que si l'objet était dans une résonance orbitale stable avec Neptune, mais la résonance de Omea est instable. Suivant les directives établies par l'UAI selon lesquelles les objets classiques de la ceinture de Kuiper, Cube-Wanos,
reçoivent des noms d'êtres mythologiques associés à la création, l'équipe de Caltech soumet en septembre 2006 des noms de la mythologie hawaïenne pour 136 108, 2003 EL 61 et ses 2 lunes, en référence à l'endroit où se trouve l'observatoire du Mauna Kea et où les satellites ont été découverts. Omea est la déesse de la fertilité et de l'accouchement, tandis que ces 2 lunes, connues, sont nommées d'après 2 des filles de Omea, Iaka, la déesse tutélaire de l'île d'Hawaï, et Namaka, la déesse de l'eau. Le différend sur la paternité de la découverte de l'objet retarde l'acceptation de l'un ou l'autre nom et sur le classement de Omea en tant que planète naine. Le 17 septembre 2008, l'UAI annonce que les organismes chargés de nommer les planètes naines ont décidé de retenir la proposition de Caltech. L'équipe de José Luis Ortiz critique ce choix, suggérant que si Atea et Gina n'étaient pas acceptés, l'UAI aurait au moins pu choisir un 3e nom, ne favorisant ni l'un ou l'autre des partis. La date de la découverte selon l'annonce est le 7 mars 2003. Le lieu de la découverte indiqué est l'observatoire de Sierra Nevada et le champ pour le nom du découvreur est laissé vide. Stephen P. Maran et Lawrence A. Marshall commentent que si la controverse n'a jamais été proprement résolue et que le sentiment général a plutôt convergé vers un choix de facto, les chercheurs se concentreront à l'avenir et plus sur l'apport scientifique de Omea que sur le contexte de sa découverte. Son symbole planétaire est un rond, une barre et un rond. Omea est une planète naine, et plus précisément un plutoïde, car elle se trouve au-delà de l'orbite de Neptune. Cela signifie qu'elle orbite autour du Soleil et qu'elle est suffisamment massive pour avoir été arrondie par sa propre gravité, mais qu'elle n'est pas parvenue au nettoyage du voisinage de son orbite. Comme elle est loin d'être un sphéroïde, il y a eu un débat afin de déterminer si elle est vraiment en équilibre hydrostatique. Cependant, le consensus des astronomes est que l'équilibre est bien atteint, mais que sa forme atypique est due à sa rotation très rapide. Omea présente de grandes fluctuations de luminosité sur une période de 3,9 heures. Celles-ci ne peuvent s'expliquer que par une période de rotation de cette durée. Il s'agit de la rotation la plus rapide de tous les corps en équilibre hydrostatique connus du système solaire et de tous les corps connus avec un diamètre supérieur à 100 km. Alors que la plupart des corps en rotation et à l'équilibre sont aplatis en sphéroïdes ou ellipsoïdes de révolution, Omea tourne si rapidement qu'elle est déformée en un ellipsoïde triaxial, ressemblant à un ballon de football américain ou un ballon de rugby. Un impact géant serait à l'origine de cette rotation rapide non usuelle de ses satellites et de sa famille collisionnelle. Un autre mécanisme de formation est également proposé pour expliquer cette vitesse de rotation. Une fission rotationnelle, l'objet aurait alors ralenti depuis une période de rotation encore plus rapide qui l'aurait poussé à se scinder, formant ses satellites et sa famille collisionnelle plutôt que par un impact. Il se pourrait qu'elle ne soit pas le seul corps de la ceinture de Kuiper. Tournant aussi rapidement sur elle-même, en 2002, Jewitt et Shepard suggèrent que 20 000 Varuna pourrait avoir une forme similaire sur la base de la rotation rapide. Le plan de l'équateur de Omea est légèrement décalé par rapport aux plans orbitaux de son anneau et de sa lune la plus externe, Iaka. Bien qu'initialement supposé coplanaire au plan orbital de Iaka par Ragodzin et Brown en 2009, leur modèle de la formation collisionnelle des satellites de Omea suggère systématiquement que le plan équatorial de la planète naine est légèrement décalé du plan orbital. Cela est étayé par des observations d'une occultation stellaire par Omea en 2017 qui révèle la présence d'un anneau coïncident approximativement avec le plan de l'orbite de Iaka et l'équateur de Omea. Une analyse mathématique des données d'occultation par Kondratiev et Kornoutchkov
en 2018 permet de contraindre les angles d'inclinaison relatifs de l'équateur de Haumea aux plans orbitaux de son anneau et de IIAK qui s'avèrent ainsi respectivement inclinés de 3,2 plus ou moins 1,4 degrés et 2,0 plus ou moins 1,0 degrés par rapport à l'équateur de Haumea. Deux solutions pour l'inclinaison de l'axe de Haumea sont également obtenues pointant vers les coordonnées équatoriales alpha et θ. 282,6 degrés moins 13,0 degrés ou 282,6 degrés moins 11,8 degrés. Parce que Haumea a des lunes, la masse du système peut être calculée à partir de leurs orbites en utilisant la troisième loi de Kepler. Le résultat est de 4,2 fois 10 puissance 21 kg, ce qui correspond à 28% de la masse du système plutonien et 6% de celle de la Lune, sachant que presque 99% de cette masse est constituée par Haumea. La taille d'un objet céleste peut être déduite de sa magnitude apparente, de sa distance et de son albédo. Les objets semblent brillants aux observateurs de la Terre, soit parce qu'ils sont grands, soit parce qu'ils sont hautement réfléchissants. Si leur réflectivité albédo peut être déterminée, alors une estimation approximative peut être faite de leur taille. C'est le cas pour Haumea, qui est suffisamment grande et brillante pour que son émission thermique soit mesurée. Cependant, le calcul de ses dimensions est brouillé par sa rotation rapide, causant des fluctuations de luminosité du fait de l'alternance de la vue latérale et de la vue des extrémités depuis la Terre. Plusieurs calculs de la forme ellipsoïdale de Haumea ont été réalisés. Le premier modèle, produit un an après la découverte de Haumea, est calculé à partir d'observations de sa courbe de lumière dans le spectre visible. Sa longueur totale serait de 1960 à 2500 km avec un albédo visuel PV supérieur à 0,6. La forme la plus probable est un ellipsoïde triaxial avec des dimensions approximatives de 2000 x 1500 x 1000 km avec un albédo moyen de 0,71. Les observations du télescope spatial Spitzer donnent un diamètre moyen de 1150 plus 250 moins 100 km et un albédo de 0,84 plus 0,1 moins 0,2 à partir de la photométrie à des longueurs d'onde infrarouges de 70 micromètres. Des analyses ultérieures de la courbe de lumière suggèrent un diamètre circulaire équivalent de 1450 km. Ces différentes mesures explicitent combien la mesure de la taille réelle de cette planète naine est complexe. En 2010, une analyse des mesures prises par le télescope spatial Herschel avec les anciennes mesures du télescope Spitzer donne une nouvelle estimation du diamètre équivalent de Haumea à environ 1300 km. En 2013, le télescope spatial Herschel mesure le diamètre circulaire équivalent de Haumea à environ 1240 plus 69 moins 58 km. Cependant, les observations d'une occultation stellaire en janvier 2017 créent un doute sur toutes ces conclusions. La forme mesurée de Haumea, bien qu'allongée comme on le supposait auparavant, semble avoir des dimensions nettement plus grandes. Ainsi, Haumea ferait approximativement le diamètre de Pluton le long de son axe le plus long et environ la moitié de celui-ci entre ses pôles. La densité résultante calculée à partir de la forme observée de Haumea est d'environ 1,8 g par cm3 et donc plus conforme aux densités des autres grands objets transneptuniens. Cette forme résultante pourrait être incompatible avec un corps homogène en équilibre hydrostatique. Voilà, et nous poursuivrons la prochaine fois, c'est-à-dire demain, notre réflexion sur la planète Haumea, en s'intéressant cette fois-ci à sa caractéristique physique, dont la composition, mais aussi sa surface, et nous nous intéresserons aux orbites bien évidemment, ainsi qu'au cortège et notamment les satellites présents dans notre système solaire autour d'Haumea. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 17h théma rendez-vous théorique scientifique consacré au système solaire. Prochain rendez-vous, ce sera demain donc pour de nouvelles aventures, même lieu, même heure. Dans un instant,
vous allez retrouver le 17h30 scientifique avec mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h Théma. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci. Salut.